Pour commencer, au vu de votre longue carrière d'ambassadeur, pourriez-vous nous raconter une expérience diplomatique qui vous a marqué lors de votre carrière? Certainement. Et c'était au début de ma carrière. Je venais d'être nommé à New York ONU. C'était après la chute du mur de Berlin, au début des années 90, au Conseil de sécurité. On sortait de la bipolarité et il s'est passé quelque chose d'un peu miraculeux dans ce Conseil de sécurité qui est souvent paralysé par les vétos respectifs des membres permanents. Il y a eu comme un consensus sur un certain nombre de grands dossiers. Et le premier grand dossier que j'ai eu à traiter avec l'équipe du Conseil, c'était celui de la première guerre du Golfe, qui avait débuté à la fin de l'année 90 et qui a éclaté en fait en 91 avec l'occupation du Koweït. Et on ne parlait plus des soviétiques, mais des Russes, étaient du coup devenus beaucoup plus conciliants, alors qu'avant c'était difficile. La Chine plutôt en retrait. Et donc les pays occidentaux pouvaient faire avancer un certain nombre de résolutions, dont une dont je suis très fier parce que la Belgique présidait à ce moment-là le Conseil de sécurité, c'est la résolution 688 qui a en fait jeté les bases de ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire, qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité de protéger, qui est un concept tout à fait intéressant à l'ONU. Donc c'était un moment assez extraordinaire. Et pour la petite histoire, on n'avait pas encore l'iPhone, donc la communication avec Bruxelles occupait une partie de nos nuits parce que il fallait, après les réunions, qui étaient souvent nocturnes d'ailleurs au Conseil de sécurité à New York, courir à la mission permanente, rédiger ce qu'on appelait encore des télégrammes, qui devaient être codés évidemment, et ensuite envoyer cela à Bruxelles, de sorte que, avec le décalage horaire, on pouvait recevoir le lendemain les instructions à temps. Donc 2 années, et puis il y a eu la guerre dans les Balkans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ça m'a laissé des souvenirs importants, et comme je sais que votre association est très attachée justement au fonctionnement de l'ONU, je voulais citer ce souvenir. Monsieur Delcorde, nous vivons une période de turbulence et de bouleversement sur la scène internationale. Quelles en seraient les conséquences selon vous sur la diplomatie multilatérale et sur le monde diplomatique en général? Oui, un monde devenu de plus en plus illisible, chaotique, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, le multilatéralisme va mal. Il va mal parce qu'il est contesté. Alors je précise, les organisations multilatérales, c'est une très vaste famille. Et il y en a un certain nombre, je pense aux institutions spécialisées à Genève, qui fonctionnent relativement bien pour le coup. L'OIT, l'OMS, etc. Mais quand on parle du multilatéralisme dans sa dimension politique, on voit bien combien c'est difficile, les blocages au Conseil de sécurité, et pas seulement à l'ONU, l'Union européenne, où de plus en plus les États veulent mener leur politique sans véritablement se concerter à 27, et où donc triomphe davantage l'unilatéralisme que le multilatéralisme. Et puis, même à l'OTAN, dont on disait que c'était une famille très cohérente, les signaux en provenance d'un ancien président américain prouvent là aussi que même dans une alliance militaire, c'est loin d'être évident. Et puis, et ça c'est nouveau, il y a un certain nombre de puissances que nous appelons, nous diplomates dans notre jargon, des puissances révisionnistes, comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran, qui tout simplement remettent en question le multilatéralisme tel que nous le connaissions et considèrent que, au fond, les institutions multilatérales nées à la suite de la Seconde Guerre mondiale sont contaminés, entre guillemets, par l'idéologie occidentale. Et donc ils érigent en quelque sorte, ou tentent d'ériger, un multilatéralisme concurrent, sauf que vous reconnaîtrez comme moi que ni les BRICS, ni l'Organisation de coopération de Shanghai, ni des institutions comme celle-là n'ont véritablement d'organisation structurée. Ce sont voilà, des postures davantage que des organisations multilatérales. Il n'en reste pas moins que la diplomatie et le diplomate d'aujourd'hui, le diplomate occidental, c'est le seul au nom duquel je peux parler évidemment, a fort à faire.
Et dans un domaine que vous connaissez bien, les droits humains, là aussi on voit combien ces puissances révisionnistes tentent de bloquer au fond les négociations des résolutions que l'on peut adopter au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève, au nom de nouveau de la contestation du monde occidental. Donc voilà, nous sommes à un tournant difficile. Je ne dis pas que le multilatéralisme va mourir, loin de là, mais il va falloir des visionnaires et surtout un monde un peu plus pacifié pour revenir à un multilatéralisme consistant. Selon vous, quel rôle devra occuper l'Union européenne dans la diplomatie de demain? Alors j'ai écouté attentivement, comme d'autres sans doute, le discours du président Macron à la Sorbonne hier, qui nous disait que l'Union européenne est mortelle, n'est-ce pas? C'était quand même assez... Il a sonné le tocsin, c'était assez inquiétant. Alors, je serai prudent, c'est vrai que l'Union européenne est une très belle construction, je suis profondément pro-européen, mais dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de défense, je sens bien qu'il y a beaucoup de flottements entre Européens. En tant qu'ancien directeur Moyen-Orient, Afrique du Nord aux affaires étrangères, j'ai pu constater combien il est difficile d'adopter une position commune à 27 sur, par exemple, le conflit israélo-palestinien, et on le voit encore aujourd'hui. Dès lors, on a un peu de mal à parler d'une politique étrangère de l'Union européenne qui est véritablement une consistance. Il y a un service européen d'action extérieure, il y a un haut représentant qui est d'ailleurs une fibre académique, Josep Borrell. Tout ça, c'est très bien. Il y a plus de 140 postes diplomatiques de l'Union européenne. Vous savez, il y a 25 ans, on n'aurait pas cru un seul moment qu'il y ait des ambassades de l'Union européenne dans le monde. C'est quand même des avancées, tout ça. Mais en même temps, cette construction nécessite d'être raffermie avant d'être élargie. Alors, ma réponse en un mot, c'est approfondissons nos institutions avant d'ouvrir la porte à d'autres États qui très légitimement veulent y entrer. Je pense à tous les États des Balkans, plus tard sans doute les États du Caucase, et bien sûr l'Ukraine. Ça, ce sera dans quelques années sans doute. Donc voilà, on est là aussi à un tournant. Ma réponse n'est pas satisfaisante parce que j'aimerais être un peu plus positif, mais je crains que cette année et l'année prochaine soient des années cruciales pour véritablement que la machine européenne puisse continuer à fonctionner. Face à un contexte d'insécurité croissante, quelle est l'importance de la figure du diplomate? Quel rôle peut-il jouer alors même que les outils traditionnels, les outils diplomatiques traditionnels sont de plus en plus remis en question? Oui, écoutez, sincèrement, sans doute parce que je fais partie du corps diplomatique, je vous dirais qu'on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent pour négocier la fin d'un conflit, pour négocier la fin d'un différend, pour établir des relations pacifiques entre États que la diplomatie, laquelle existe, je ne dirais pas que c'est le plus vieux métier du monde, mais c'est un métier très ancien. Alors c'est vrai qu'elle se décline de multiples façons aujourd'hui, mais je crois sincèrement que le diplomate a encore un rôle important à jouer. On va quand même à un moment donné voir la fin ou l'interruption du conflit en Ukraine. On va, j'espère, avoir un cessez-le-feu à Gaza. On va, j'espère, un jour rétablir des relations à peu près normales et équilibrées au Moyen-Orient, entre les deux versants du Golfe Persique, etc. Tout ça, c'est du travail diplomatique. Le rapprochement, puisque je parle du Golfe Persique, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, quand même pas évident quand on sait ce qui sépare ces deux États, a quand même été l'œuvre de la diplomatie chinoise, pour le coup.
Donc voilà, et j'écris pour le moment un petit livre sur la médiation diplomatique. Le diplomate, permettez-moi d'être un peu éloquent, c'est un faiseur de paix. Alors, maintenant, n'exagérons pas non plus le rôle du diplomate. Ce n'est pas le diplomate qui va rétablir l'ordre du monde, n'est-ce pas? J'aime bien cette formule qui dit « le diplomate est un horloger face à un pendule qui est constamment déréglé et dont il tente inlassablement et vainement de fixer le mécanisme. » Alors, ce n'est pas lui qui va assurer l'ordre du monde, tout au plus va-t-il essayer d'éviter un désordre plus grand. Et c'est déjà pas mal. Monsieur Delcourt, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Merci.